Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 22 novembre. Tous les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 sont repartis à la hausse dans le département du Rhône. Le chimiste Arkema a inauguré un centre d'excellence à Pierre-Bénite, un centre de recherche dédié aux batteries. Nouvelle opération de police à la Guillotière. Vendredi, 22 personnes ont été interpellées. L'incroyable match hier soir au Groupama Stadium, une rencontre qui n'aura duré que 2 minutes. Les terrasses chauffées bientôt interdites dans les bars et restaurants de la ville de Lyon. Un arrêté a été pris en ce sens par la ville. La Maison de l'Apprendre à Lyon crée un fonds d'innovation éducative pour accélérer le déploiement d'actions innovantes en faveur de l'éducation. Explication dans ce quart d'heure lyonnais. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Tous les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 sont donc repartis à la hausse dans le Rhône. 42 patients en Covid+, étaient en réanimation vendredi, après l'admission de 25 nouveaux patients en une semaine, contre 13 nouveaux patients admis au cours des 7 précédents jours. La remontée globale des hospitalisations, entamée début novembre, se poursuit avec un total de 185 patients Covid+, vendredi. La circulation du virus poursuit aussi son accélération, avec un taux d'incidence de 157 pour 100 000 dans le département, supérieur à celui de la métropole, 154 pour la semaine du 10 au 16 novembre. L'ARS, l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, annonce organiser demain une opération de dépistage à Pouilly-le-Monial. L'objectif est de détecter la présence du virus et de casser les possibles chaînes de transmission. Le dépistage se fait sur la base du volontariat. Il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Il s'agit de tests réalisés par prélèvement nasopharyngé. L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes invite le plus grand nombre d'habitants du secteur à se déplacer. Sur les 150 à 200 personnes qui ont participé à la fête des classes de Pouilly-le-Monial, organisée du 12 au 14 novembre, plus de 60 ont été testées positives au Covid ces derniers jours. 2 classes ont d'ailleurs dû être fermées dans l'école. Le groupe Extinction Rebellion a organisé une opération samedi matin dans le 7e pour marquer son opposition au groupe Total, accusé de polluer, d'exproprier, de détruire. Plus de 80 militants se sont attaqués aux stations-service Total. À Lyon, les militants ont investi 2 stations, en particulier rue Garibaldi et près du port Edorario, en déployant des banderoles, en posant des chaînes également autour des pompes. Le chimiste Arkema a inauguré vendredi le centre d'excellence Christian Colette à Pierre-Bénite, un centre de recherche dédié aux batteries. Le groupe prévoit que son chiffre d'affaires lié aux batteries électriques atteindra près d'1 milliard d'euros en 2030 contre 100 millions à peine en 2019. Le chimiste parie notamment sur un produit phare, un polymère fluoré surnommé le Kinar, issu du pétrole et utilisé dans les batteries lithium. L'usine de Pierre-Bénite va augmenter de 50% sa capacité de production de ce produit à partir du premier trimestre 2023. Le centre d'excellence Christian Colette accueille une vingtaine de docteurs en chimie et devrait doubler de taille d'ici 2027. Lyon demain, la radio lyonnaise a écouté partout dans le monde. Nouvelle opération de police à la Guillotière, c'était vendredi. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, le préfet Pascal Mayos, le procureur de la République de Lyon, Nicolas Jacquet, et le directeur départemental de la sécurité publique, Nelson Bouhard, ont fait le déplacement. 130 membres des forces de sécurité, police municipale, nationale ou douaniers étaient mobilisés. 22 personnes ont été interpellées, 5 pour vente à la sauvette de cigarettes et médicaments opiacés, 2 pour port d'armes prohibées, 2 pour recel de vol, une personne interpellée également pour conduite malgré immobilisation avec mise en fourrière du véhicule et 3 personnes interpellées dans le cadre de procédures douanières avec saisie de médicaments. 9 étrangers en situation irrégulière ont été pris en charge par la police aux frontières. Le préfet a rappelé que 350 opérations de police ont été menées dans le quartier depuis le début de l'année. Il a rappelé que sur le renfort de 300 policiers promis par Gérald Darmanin sur la circonscription lyonnaise, 240 seront arrivés à la fin de cette année. À partir du début de l'année 2022, la municipalité va pour sa part engager des travaux pour transformer la configuration de la place du Pont. Les riverains de la Croix-Rousse se plaignaient de livreurs à scooter roulant sur les trottoirs ou prenant des sens interdits. La direction départementale de la sécurité publique a organisé plusieurs contrôles ce week-end. 12 scooters ont été contrôlés entre 19h et 20h vendredi soir, place de la Croix-Rousse. Samedi soir, 13 scooters interceptés. Les agents ont dressé des contraventions pour 2 défauts de BSR, une conduite en sens interdit, une non-mutation de carte grise obligatoire. Ils ont également relevé un refus d'obtempérer et ont immobilisé 2 scooters.
L'incroyable match hier soir au Groupama Stadium après 2 minutes de jeu seulement et un premier corner pour les Marseillais dans un angle du virage nord. Dimitri Payet, copieusement insulté déjà pendant l'échauffement, a vu arriver quelques projectiles avant de déserter le point de corner. Il y est retourné 2 minutes plus tard et cette fois une bouteille en plastique remplie d'eau l'a heurté à la tempe. Le joueur a chuté au sol. Rentré au vestiaire dès que leur coéquipier a été touché, les joueurs et le staff marseillais ne sont plus jamais réapparus. L'individu qui a causé l'interruption puis l'arrêt définitif du match à 22h40 a été appréhendé et sorti de la tribune par les autorités avant d'être placé en garde à vue. Jean-Michel Aulas a regretté cette issue. L'homme fort de l'Olympique lyonnais voulait que le match reprenne après l'interpellation du fauteur de trouble, ce qui avait été décidé au départ. Pour Jean-Michel Aulas, l'arbitre a ensuite été influencé par la réaction des Marseillais. Jean-Michel Aulas. Bien sûr qu'il y a eu un incident et moi en tant que représentant de l'Olympique lyonnais, je présente toutes nos excuses à Dimitri. Là je viens de prendre de ses nouvelles, il est bien moins blessé qu'on ne l'imaginait, donc j'espère que ça va aller mieux et très vite, mais il a pris une bouteille sur la tête, il a été choqué au moins psychologiquement, on m'a dit qu'il n'y avait pas de commotion, donc voilà, donc on peut pas imaginer dans le contexte actuel que ça soit une mauvaise décision d'arrêter le match à ce moment-là, puisqu'il y a eu cet incident. Alors, je dois dire d'ailleurs que l'individu a été interpellé. Il s'agit d'un individu qui n'avait rien à faire ici, puisqu'il n'est même pas abonné a priori dans les groupes de supporters. C'est un individu seul qui est en garde à vue. Donc, il n'y avait aucune chance de réitérer cet incident par la suite. C'est pour ça que je pense que la première décision a été de pouvoir reprendre le match. Encore une fois, ce qui est très désagréable pour les 56 000 personnes et pour les gens qui ont suivi ça à la télévision, c'est la durée des débats et surtout la volte-face devant la Ligue, devant les représentants de l'État, devant la procureure de la décision qui appartient à l'arbitre et à aucun moment, même dans la première décision de reprise, ça n'est le préfet qui a pris la décision. C'est l'arbitre et dans tous les cas, ça a toujours été l'arbitre qui prend la décision. On se souvient qu'après les incidents du match Nice-Marseille, arrêté puis rejoué sur terrain neutre, Jean-Michel Aulas avait milité pour des sanctions exemplaires, évoquant non plus des amendes mais des retraits de points pour marquer les esprits. L'Olympico risque donc de coûter cher à l'Olympique lyonnais. Le 4 juillet 2020, Grégory Doucet, fraîchement élu maire de Lyon, avait prévenu les terrasses chauffées seront bientôt interdites dans les bars et restaurants de la ville. Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, annonçait quelques semaines plus tard l'interdiction des chauffages en terrasse à partir de 2021. Au niveau national, la mesure a finalement été décalée à avril 2022. Mais la ville de Lyon vient, elle, d'annoncer le nouvel arrêté. Dorénavant, les chauffages seront interdits sur les terrasses. Les élus lyonnais expliqueront cette décision cette semaine. Objectif, encourager les commerçants dans des alternatives éco-responsables. Lyon demain, média agitateur d'idées. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. La petite phrase est de Nelson Mandela. Elle en dit long sur le rôle de l'éducation dans notre société. Une éducation de plus en plus nécessaire tout au long de la vie, d'autant que pas moins de 65% des métiers qu'exerceront nos enfants n'existent pas encore. Si l'urgence climatique est aujourd'hui bien ancrée dans les esprits, la nécessité d'une transition éducative n'est pas aussi naturelle. C'est sur ces bases que s'est créée à Lyon la Maison de l'Apprendre, avec une volonté farouche de réunir les différents acteurs de l'éducation et du développement des compétences. Tiffaine Bonnet est cofondatrice de cette association. La Maison de l'Apprendre, c'est une association loi 1901 qui œuvre à l'échelle du territoire de la métropole de Lyon sur la question d'une transition éducative et d'un territoire apprenant. Ça regroupe tous les individus, toutes les organisations justement qui se reconnaissent dans ce besoin de repenser les compétences que l'on peut développer dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Donc ça peut être par exemple des associations, des individus, des professeurs également, des entrepreneurs sociaux, des entreprises, des institutions, des collectivités. Finalement, peu importe là d'où on vient, c'est plutôt cette question justement du développement des compétences qui est au cœur de nos préoccupations. Parmi les événements que vous organisez chaque année, il y a ce festival de l'apprendre et puis il y a ce fonds d'innovation éducative que vous créez également aujourd'hui. C'est quoi l'esprit de ce fonds ? L'esprit de ce fonds, c'est de favoriser l'impact collectif de tous ceux qui se reconnaissent justement dans ce besoin de transition éducative. Finalement, la raison pour laquelle on lance ce fonds d'innovation éducative, c'est pour accélérer justement cette transition, pour permettre aux acteurs de coopérer et de démultiplier leur impact à l'échelle de notre territoire, pour que tous les jeunes et les moins jeunes aussi puissent être équipés des justes compétences tout au long de leur vie. Finalement, cette transition éducative, c'est pour nous l'indispensable corollaire de la transition écologique, puisqu'aujourd'hui, on se pose souvent la question de savoir quelle planète on va laisser à nos enfants, mais peut-être qu'on devrait aussi se poser la question de savoir quels enfants
on va laisser à notre planète. Quel type de projets pourront être accompagnés par ce fonds ? Ce sont des projets de coopération. C'est-à-dire que ce sont des organisations qui, par leur complémentarité, leurs expertises et leurs besoins, vont allier leurs forces pour imaginer des dispositifs qui vont justement accélérer cette transition éducative. Donc ce vont être des projets qui vont focaliser plus particulièrement sur la petite enfance, l'accompagnement à la parentalité, la réussite éducative ou encore l'insertion professionnelle durable. L'éducation de la petite enfance, finalement, à l'insertion professionnelle et même au-delà, c'est une affaire qui dure toute la vie. C'est vrai qu'on a un frein sémantique en français, c'est-à-dire quand on parle d'éducation, on a toujours tendance à le rallier à l'enfance. Mais le propos de la Maison de l'Apprendre et du Fonds d'innovation éducative, c'est justement quelque part de changer le paradigme par rapport à tout cela et de permettre à chaque individu, quel que soit son âge, de prendre soin de ses compétences. C'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement une opportunité de développer ses compétences, mais aussi quelque part un devoir. Vous parlez de réseau d'entreprises apprenantes. Il y a un vivier à Lyon et sur la métropole. On a la chance d'être sur un territoire qui, d'un point de vue économique, a un tissu particulièrement bien doté, que ce soit des grandes entreprises ou encore de plus petites. Et ce qui est particulièrement intéressant, en fait, avec cette notion d'engagement éducatif que peuvent avoir les entreprises, c'est qu'en fait, elles le font déjà. Des entreprises qui s'engagent au travers de l'apprentissage, qui reconnaissent le rôle de la parentalité en entreprise, ce ne sont pas des nouveautés. Mais par contre, ce que l'on souhaite faire aussi au travers du fonds, c'est d'accompagner ces entreprises-là dans la reconnaissance de leur engagement éducatif pour que cela puisse faire davantage partie d'une approche stratégique de ces dernières. Comment on peut participer à ce fonds ? L'objectif du fonds, c'est vraiment d'aller collecter du mécénat social auprès notamment des entreprises, puisqu'aujourd'hui, en France, pour ne citer que quelques chiffres, il y a à peu près 9% des entreprises qui opèrent du mécénat, et parmi ces 9%, seulement 18% s'intéressent au mécénat social. Donc il y a un véritable vivier, en tout cas c'est un levier que l'on identifie avec le Fonds d'innovation éducative d'accélération extrêmement fort de la part des entreprises qui sont un acteur clé dans cette alliance éducative à l'échelle de notre territoire. La Maison de l'Apprendre engage un coup d'accélérateur dans sa démarche en créant un fonds d'innovation éducative pour accélérer le déploiement d'actions innovantes s'adressant aux plus éloignés de l'école et de l'emploi. Ce fonds sera inauguré ce soir à la Sucrière en présence de 300 personnes, partenaires de renom, acteurs inspirants, entreprises engagées et représentants de collectivités ou d'institutions. Le dîner de gala associera gastronomie et lecture avec pour toile de fond l'exposition Antoine de Saint-Exupéry, Un petit prince parmi les hommes. Les explications d'Angélique Figari, cofondatrice de la Maison de l'Apprendre. Alors c'est une soirée d'inauguration qu'on a vraiment voulu à l'image de notre ambition de décloisonnement, de rassemblement. L'objectif était de pouvoir inviter chaque personne qui se reconnaît dans cette proposition à faire un pas de côté et à se réunir autour du sujet de l'avenir de notre territoire, de notre planète, de notre jeunesse aussi. Et c'est assez naturellement que nous avons fait le parallèle avec l'installation de l'exposition Antoine de Saint-Exupéry, Un petit prince parmi les hommes, qui parle finalement de cette aventure de projection d'un individu qui s'inquiète et qui rêve d'une société durable. Une des premières valeurs, c'est le partage, c'est la notion de solidarité et de cohésion sociale notamment. Il y a un parti pris qui est très fort autour de la notion de territoire, le fait d'appartenir ensemble et indifféremment de notre âge, de notre statut social, à ce territoire sur lequel finalement nous côtoyons tous les jours et nous apprenons finalement les uns des autres. On est chacun tour à tour éducateur et apprenant et finalement ça tout au long de notre vie. Et c'est logiquement que la gastronomie s'invite au milieu de tout ça. Donc effectivement, la gastronomie à Lyon, c'est un sujet qui est un marqueur du territoire avec toujours aussi cette corollaire par rapport au sujet de la transition climatique et des enjeux écologiques. Il nous a paru particulièrement intéressant de regarder de plus près ce que notamment le chef Christian Tête-Doigt pouvait porter au travers de son activité professionnelle et dans son établissement, mais au-delà de ça, au travers du projet du CFA de la gastronomie, qui vise justement à proposer un programme pédagogique adapté aux enjeux de la filière, mais aussi aux enjeux de notre société et de la planète, avec notamment les questions relatives à la production locale, raisonnée, au circuit court, et donc de voir comment
les restaurants et le métier de restaurateur pouvaient évoluer au regard aussi des enjeux de notre société. Et pour revenir à la lecture, il y aura des lectures lors de cette soirée ? Effectivement, le lien que nous faisons dans le cadre du Festival de l'Apprendre que vous citiez tout à l'heure, il y a eu un concours d'écriture organisé à l'échelle internationale par le Centre de recherche interdisciplinaire et l'UNESCO. Les enfants du monde entier ont été invités pendant le confinement à écrire un courrier qui retraçait une conversation imaginaire. Le Petit Prince est venu leur rendre visite et à cette occasion, ils pouvaient s'exprimer sur leurs rêves, leurs ambitions et leurs peurs aussi pour l'avenir. Donc à l'occasion de cette soirée, nous allons avoir des lectures publiques et nous avons la chance et l'honneur de pouvoir accueillir Jacques Gamblin qui a accepté de prêter sa voix à ces courriers d'enfants et également Mohamed Liad Smaïn qui est lyonnais, qui vient de Villefranche et qui est un jeune lycéen qui l'année dernière a remporté le concours du meilleur lecteur à voix haute organisé par France Télévisions. Ninkasi, GL Evans, la Caisse d'épargne, HEP Éducation, Ashoka France, la SNCF ou encore France Télé font partie des premières entreprises engagées dans ce fonds d'innovation éducative. Si la démarche vous intéresse, rendez-vous sur le site maisondelapprendre.org. Et puis un hommage pour terminer ce quart d'heure lyonnais. Monsieur Europe a rejoint les étoiles. Alain Malégari vient de nous quitter après avoir lutté 3 mois durant contre un cancer foudroyant. Il avait 66 ans. Alain Malégari est un fervent défenseur de l'Europe. On lui doit dans les années 90 la création à Lyon de l'Institut de l'Écu qui deviendra l'Institut de l'Euro. Son engagement pour l'Europe l'avait conduit à être candidat aux élections européennes de 2014 sous les couleurs de son parti, le Parti fédéraliste européen. Depuis 2018, il était aussi l'un des administrateurs de notre radio Lyon Demain. Il était resté investi pour l'Europe. Il est encore dernièrement président délégué d'Europe Direct Rhône-Alpes. Tout notre soutien donc à sa compagne Audrey et à ses proches. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain, mardi, pour une nouvelle édition. En attendant, passez une excellente journée.